Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo colis. Aujourd'hui on va avoir deux colis qui sont de taille modeste, on va dire, moyenne, on va dire, et un dont je connais déjà le contenu, parce qu'en fait c'est un colis que je dois ouvrir en toute urgence, parce que ça m'intéresse beaucoup pour faire une vidéo. C'est un colis qui contient notamment, enfin a priori, on verra bien si c'était juste une blague ou pas, hein, je pense pas, un OnePlus One en panne. Alors du coup ça me permettra de voir, s'il est irréparable, la qualité du produit, voir à peu près où ça se situe en termes de téléphone haut de gamme, etc., qui coûterait le double ou ce genre de choses. Est-ce que au niveau de la qualité, ce téléphone, est du même type, quoi, ou est-ce qu'il est largement en dessous? Est-ce que c'est peut-être à cet endroit-là où ils auraient coupé des coins, etc., pour essayer de baisser le prix. Enfin bon, bref, c'est quelque chose que l'on va voir plus tard. Donc, regardons ce qu'il y a dans le colis. Première chose, nous avons ça, je sais pas exactement ce que c'est, une écharpe, une guenille, je sais pas, j'en ai aucune idée, et là-dedans il y a une petite boîte. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Powerade. Ok, on va ouvrir ça. Ça c'est le genre de truc dont je... Qu'est-ce que... Ah, des lunettes. C'est vrai qu'il m'avait dit ça, des lunettes pour... je sais plus quelle raison, c'est... Ah oui, d'accord, il m'avait expliqué que c'était pour avoir moins mal aux yeux quand on regarde un écran toute la journée, parce que c'est des verres qui ont... qui doivent filtrer sûrement ce qu'on appelle la lumière bleue, ce genre de choses, c'est-à-dire de la lumière pas naturelle qui viennent des écrans LCD, AMOLED et compagnie, enfin tous ces types d'écrans, et donc logiquement on devrait moins fatiguer les yeux, je suppose. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble une fois posé sur la tête de quelqu'un, eh bien ce que je peux vous dire c'est que c'est étonnant de la façon que ça fonctionne, parce que en fait il y a tout simplement un filtre qui rend la vue un petit peu plus jaunie, donc je suppose qu'en effet ça filtre certaines couleurs. Je ne sais pas exactement quelle est la réalité du bon fonctionnement de ce genre de truc, c'est-à-dire enfin si c'est quelque chose qui au final ne sert réellement à rien, ou si au final ça a un intérêt, mais ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a marqué exactement dessus? Quoi? Il y a marqué un truc à propos d'une batterie, donc il m'a rangé ça dans une boîte qui n'a rien à voir, a priori. Ah oui, il l'a rangé dans une boîte de selfie stick, en fait. Donc, maintenant, la lettre. Alors il me dit, ça lui va bien comme prévu dans notre conversation, voici le smartphone que tu attendais tant. C'est vrai que ça, c'est surtout le smartphone que tant de personnes attendaient dans une vidéo, parce que le OnePlus One, on me l'a demandé, mais un nombre incalculable de fois. Il y a même plusieurs spectateurs qui m'ont qui m'ont contacté pour me dire qu'ils voulaient me le prêter, mais ça, personnellement, je refuse, parce que, vous savez, quand je teste un téléphone, j'ai tendance à un peu le maltraiter, etc., pour voir s'il vaut le coup en termes de solidité. Et j'ai pas envie d'abîmer, bien entendu, le téléphone de quelqu'un d'autre, parce que oui, quand je teste quelque chose, disons que j'ai pas tendance à être, enfin en tout cas depuis ces derniers temps, à être vraiment tendre avec les téléphones, parce que je me suis rendu compte que le gros problème de ces téléphones, c'était la solidité. C'est vraiment la solidité le pire problème. Si on compare, même à prix égal, un téléphone que l'on trouve chez nous avec un téléphone qu'on trouve en Chine, la solidité c'est juste pas du tout ça, quoi. Sur la plupart des téléphones chinois depuis quelques mois, là depuis au moins 6 mois, là c'est devenu catastrophique, quoi. C'est devenu tellement ridicule que voilà, moi personnellement, c'est le test le plus important dans un téléphone maintenant, et si je peux pas le faire, c'est pas vraiment la peine. Et donc si vous avez du temps à perdre, vous avez son adresse, l'adresse de sa chaîne YouTube. Vous pouvez taper dans le moteur de recherche de YouTube seulement cette partie-là, je pense que vous trouverez facilement. Enfin bref, posons ça de côté. Et voici le OnePlus One, carrément dans sa boîte d'origine en fait. Et en fait une boîte qui est littéralement la même que la boîte de la... avec une tirette en plus, qui est une bonne idée. La boîte du Mi Hammer en effet était vraiment très 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 proche, hein, mais alors plus que ça, même à ce niveau-là c'est quasiment la même boîte. Bon après, voilà, donc le téléphone en lui-même est a priori en plutôt bon état. Pourquoi ça soulève pas? Ah d'accord, bon. Est a priori en plutôt bon état, il a que 4 mois, hein, mais son problème c'est qu'il est mort d'une batterie qui visiblement est tombée sur la mauvaise batterie, ou alors c'est une batterie qui est un tout petit peu... bon, comment dire ça, voilà, peut-être que la batterie à l'intérieur des OnePlus One n'est pas aussi bonne que l'on le dit en termes de qualité de fabrication. Je ne sais pas par quel constructeur c'est fait. On verra ça plus tard dans une vidéo. Ah, bien entendu, il faut que je me renseigne un peu plus sur tous ces trucs-là avant de faire une conclusion, en fait, hein, tout simplement. Donc, hop,
Voilà, un téléphone à réparer qui sera sûrement un bon truc à voir. Bon, à savoir que je connais déjà les téléphones ayant ce type de processeur, hein, oh purée, c'est à peu de choses près la même chose que les Snapdragon 800, et j'ai aussi un Moto X seconde génération que je dois vous tester qui utilise le même processeur que là-dedans, donc je serai pas particulièrement dépaysé en termes de performance, donc je me concentrerai plus sur la qualité, aussi bien du firmware que la qualité du produit en lui-même. Alors c'est la version 64 Go, si j'arrive à la réparer, c'est un beau cadeau, alors merci beaucoup. Et maintenant la deuxième boîte, qui est là depuis suffisamment longtemps pour que je me rappelle plus du tout ce qu'elle contient, et pourtant je me rappelais de ce qu'elle contenait. Oui, je sais, si vous venez d'entendre cette phrase, vous êtes sûrement en train de vous dire, putain, il vient encore de nous faire une espèce de phrase comme il en a le secret. Oui, bon, tant pis. Donc, il y a marqué quoi? Salut Fabien, je t'envoie quelques petites babioles assez intéressantes, il y en a trop pour faire une liste, mais je résume ce qu'il y a. Des téléphones d'une autre époque, des connectiques parfois bizarres, quelques composants informatiques, et plein d'autres trucs. Voilà, en espérant que certaines choses te soient utiles, même si pour la plupart j'en doute. Oh, tu sais, ce qui est utile pour faire une vidéo et ce qui est utile en dehors des vidéos ne sont pas forcément très facilement recoupables habituellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la plupart du temps, ce qui est utile pour faire une vidéo est en fait complètement inutile dans la réalité, on va dire, et ce qui est utile dans la réalité ne fait pas forcément les meilleures vidéos. Donc, PS, il n'y a pas le chargeur de tous les téléphones à l'intérieur, oh c'est pas grave ça. Et les téléphones fonctionnent tous, mais leur batterie, celle du 3310 en lot particulier, est totalement HS. Putain, 3310, génial. Je vais pouvoir même m'en servir pour casser une noix de coco en deux. Putain, justement, quand on parle de lui. Donc, ce téléphone, je le connais super bien parce que... Enfin, je le connais super bien. Je le connais en grande partie parce qu'il y avait un ami qui en avait un. Enfin, à mon époque, en fait, pratiquement 3/4 des gens en avaient un. Putain, il est pas facile à ouvrir. C'est certainement d'ailleurs à cause de la batterie à moitié gonflée là-dedans. Oh, putain, comment ouvrir ce truc? Putain, autrefois chez Nokia, ils faisaient pas semblant, hein. Regardez-moi ça, de la façon que c'est clipsé, voilà, c'est bon. Donc, voilà, le Nokia 3310, un téléphone qui est vachement solide. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait maintenant, hein, parce que c'est un petit peu la blague actuellement, c'est de dire que ce téléphone est tellement solide qu'on peut faire n'importe quoi avec. Mais surtout un truc auquel je vous conseille de bien prêter attention, ce téléphone est fait intégralement en plastique. Ce qui veut dire que, ok, certes, plastique et tout, mais le plastique n'est pas une mauvaise idée en termes de solidité. En tout cas, quand il est utilisé comme ça, enfin, quand c'est épais de cette façon-là, etc., etc. Le plastique a pas tendance à rendre un téléphone particulièrement fragile. Je sais pas ce que c'est que cette mode en ce moment de penser, je remets l'espèce de truc qu'il a mis pour pas que ça s'allume, parce que c'est une bonne idée. Le plastique n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais pour la solidité d'un téléphone, bien au contraire. Quand c'est bien foutu comme ça, quand c'est bien... bon, après vous voyez l'épaisseur, etc. C'est ça d'ailleurs qui oblige à utiliser du métal de nos jours, c'est que le métal... qu'est-ce que je dis? Oui, est plus pratique à rendre solide quand c'est très fin, par contre. Donc si maintenant, avec du métal, on n'arrive pas à faire des téléphones solides, et enfin aussi solide que le 3310 qui lui est fait en vieux plastique d'époque, hein, c'est-à-dire du plastique qui est moins solide que le plastique de maintenant, hein, faut quand même se rappeler de ça, surtout si on en a trouvé un de vieux d'occasion, tu vois, genre le truc qui a mal vieilli, etc., qui a été maltraité, il reste malgré tout plus solide que ça. Bon, vous allez me dire, le problème de la solidité des téléphones maintenant, c'est surtout l'écran, vu qu'il est de grande taille, etc. Mais voilà, on arrive à plier des téléphones maintenant, ou des trucs complètement absurdes de ce genre, donc bon, voilà, le 3310 au moins nous prouve que, à une époque, on était capable de faire quelque chose qui était durable, et ça serait bien d'essayer d'y revenir un jour, parce que avec les technologies d'aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut faire aussi solide que ça, peut-être pas aussi bien que en termes de performance et tout ça, que ce que l'on peut faire maintenant au mieux, mais qu'au moins on arrive à trouver un compromis entre ça et un téléphone en sucre et voilà, et utilisable. Même si certaines marques, mais là il faut y mettre un prix monstrueux, genre 600 €, des trucs comme ça, ou même encore plus que ça, arrivent à faire des téléphones qui sont à la fois solides et performants, hein, mais voilà, c'est trouver un téléphone qui soit à la fois un téléphone budget pas cher et tout ça, et solide, et performant, enfin pour l'époque en tout cas, qui avait des particularités qui étaient pas particulièrement moins bonnes qu'un téléphone d'époque, il avait juste pas de caméra, mais à l'époque où il venait de sortir, en même temps très peu de téléphones en avaient une, donc bon voilà quoi. Donc qu'est-ce que nous avons d'intéressant là-dedans? Oh génial! Alors kit de connexion free,
Génial, génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Club Internet? Oh putain, ça existe plus, ça, Club Internet. C'est 2 fois le même ou c'est... Ah non, c'est 2 différents. Oh, habituellement, là-dedans, il y avait des démos de jeux ou des trucs comme ça. Il y avait plein de... C'était... En plus d'être là pour faire la publicité, genre de Club Internet, par exemple, ça faisait la publicité de plein de produits là-dedans, genre des démos de jeux, comme je disais. Il y avait un de ces trucs-là, j'avais trouvé la démo de Rayman 2 là-dedans. Donc voilà, on voit un petit... C'était un truc de Liberty Surf, le truc avec la démo de Rayman 2, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Donc bref, ça serait sympa de faire un petit tour de ces vieux CD un de ces jours. Faudra vraiment que j'essaye de me trouver du temps pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit une petite lumière là, mais j'ai pas l'impression que ce soit un laser. Non, c'est pas un laser, je pense que c'est une lampe de poche dont la pile a besoin d'être changée en fait. Parce que la luminosité a l'air d'être... Ouh là là, putain, c'est quoi ce truc? Franchement, si ça c'est une lampe torche... Waouh, putain, c'est quoi ce bordel? En tout cas, c'est une lampe torche qui a l'air d'être particulièrement fabriquée avec enfin, un type de solidité qui est pas terriblement, enfin, pas très fréquent, quoi. Oh, utiliser une pile vraiment chiante, par contre. Comment on fait pour la recharger, par contre? Ça, c'est la grande question. Donc, parce que j'ai l'impression que c'est une pile rechargeable, mais ça, je trouve, je me trompe, hein. C'est peut-être juste une pile standard. Donc, on va rallumer ça et regarder, ouais, bah, c'est juste une petite lampe sympathique avec un drôle de design. Je sais pas si c'est l'original, mais je sais qu'il y a une lampe réputée indestructible qui existe, mais je pense pas que ce soit celle-là. Hein. Il me semble qu'elle est fabriquée d'une manière beaucoup plus sérieuse encore que ça, même si ça c'est pas loin d'être une lampe pas mal solide tout de même. Hein. Un petit chargeur de pile de chez Kodak maintenant. Kodak qui me donne un chargeur de pile, je suppose, avec leur appareil photo, mais visiblement ce qu'ils ont utilisé comme oula, il y a un truc qui est sorti qui devait pas, enfin qu'il faudra que je remette au bon endroit parce que c'est pas fait pour être là, ça. Aïe, je me suis passé sous l'ongle. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est un chargeur de pile complètement standard, quoi, complètement complètement générique qu'ils ont renommé, enfin qu'ils ont mis la marque Kodak dessus. Tiens, bah justement, nous avons la machine qui va avec, qui se trouve ici. Donc, oula, pour voilà, réussir à ouvrir ça. Je sais pas, il a réussi à l'emballer sans mettre de scotch. Putain, il a été fort. Je sais pas trop quel type d'origami il nous a fait, mais c'est bien vu. Je sais pas faire ça, moi, en tout cas. Donc, de quoi mettre une carte micro SD, de quoi mettre les piles. C'est une sorte de petit enregistreur vidéo, un petit peu comme la Flip Mino HD que j'utilisais à mes tout débuts. Mes toutes premières vidéos étaient filmées avec une caméra de poche, comme ça, Flip Mino HD. Hop, et puis là, il y a carrément un bouton pour la macro et tout ça. Oh, ça, juste pour le bon vieux temps. Vous savez, je crois d'ailleurs justement que ça fait partie de ces trucs que j'ai hésité à utiliser en plus de la Flip Mino HD, enfin à la place de la Flip Mino HD, quand j'étais en train d'acheter ça. D'ailleurs, le système d'ouverture pour, oh là là, le système USB est vraiment trop complexe en fait, mais c'est vachement bien pour quelqu'un quoi qui aime bien ce genre de technologie de voir ce système. Le truc se rétracte à l'intérieur. Puis ensuite se ferme, se clipse, et hop, ça ressemble à ça. Et juste un petit bouton, et poink. Ouais, c'est... Bon, je sais pas trop si c'est une bonne chose pour le mécanisme, enfin pour la durabilité du mécanisme, mais en tout cas, c'est bien vu comme idée. Tiens, les 2 piles qui m'a collé avec du scotch, comme ça, pour pas qu'elles se touchent les unes les autres. Bon, c'était pas bien grave de toute façon, parce que... Ouais, parce qu'il n'y a pas de court-circuit qui peuvent se faire entre 2 piles. Mais voilà. Donc maintenant on en vient à la pile de vieux téléphones. Donc un téléphone Panasonic qui a un format qui est sympathique d'ailleurs, tout en longueur, et beaucoup plus épais d'ailleurs que le 3310, mais beaucoup moins large, avec une bonne grosse batterie comme d'habitude, bien épaisse. Encore une fois, ces batteries-là, elles s'en allaient pas toutes seules, il fallait d'abord enlever un verrou. Là, à l'époque, ils avaient tendance à mettre les bouchées doubles en termes de solidité. C'est-à-dire que quand on y pense, en fait, ça a été conçu pour que même sans le capot quoi arrière, le téléphone soit totalement utilisable. Genre t'as paumé le capot arrière, la batterie tombera pas quoi. C'est incroyable d'avoir pensé à ça. Alors non, c'est pas un de ces téléphones avec l'antenne qui se déplie, mais ça existait. Hein. Un autre petit téléphone, Polaroid cette fois-ci. Ah ouais, je sais qu'ils font des téléphones, mais c'est un truc qui m'a surpris quand même la première fois que j'ai vu ça. Pas l'air particulièrement fragile d'ailleurs pour un téléphone vraiment ultra bas de gamme, récent, actuel. Vous savez, ce genre de téléphones qui ont à peu près le même style de fonctionnement que ces trucs-là, mais fait avec les technologies actuelles, ou presque actuelles en tout cas, de ces 5 dernières années on va dire.
eh bien, wow, ça a fait, gagné en finesse, plus besoin d'une antenne externe, ça a gagné aussi en hauteur, en tout ce que vous voulez, mais enfin bon voilà ça. Et les boutons sont sympathiques avec, même si c'est des boutons qui, à mon avis, doivent s'user beaucoup plus vite que ces trucs-là, même si c'est pas certain, hein. Il y en a qui étaient pas forcément d'une grande solidité non plus à cette époque-là, mais habituellement les boutons étaient solides, parce que je rappelle qu'il fallait taper plusieurs fois par touche juste pour taper une seule lettre. Oh excellent, je l'ai déjà ce téléphone, c'est un téléphone que j'ai utilisé pendant je sais pas combien de temps, si je dis pas de bêtises, c'est le Walkman 595, W595, et ce téléphone-là a été mon téléphone principal pendant, wow, au moins 3 ans, si ce n'est beaucoup plus que ça encore, et très bonne résistance, très bonne solidité, surtout pour un téléphone à slide, comme ça ils ont tendance à user la nappe là qui se trouve à l'intérieur, qui relie les deux assez rapidement. Celui-là il a mis un bon moment avant d'avoir un problème, surtout que le mien n'a pas de problème, hein, mais celui d'une connaissance a fini par développer un problème, mais alors au bout d'un moment, quoi, lui aussi il a été rentabilisé, quoi. Alors ça je sais pas ce que c'est, sûrement un lecteur MP4, Samsung YPK3, ok. Peut-être un lecteur MP3, MP4 de Samsung, hein, mais j'en ai aucune idée. Là, il y a un petit bout de métal qui dépasse. Je sais pas ce que c'est. Bizarre, on tire dessus et ça l'allume. Non, je déconne, mais je ne sais pas trop comment c'est foutu, cette chose-là. Je n'en ai aucune idée. Il a dû... Ah oui, d'accord. C'est qu'il a été démonté et ce truc-là devait être à l'intérieur, à mon avis. Donc, ouais, voilà. Bon, je sais pas si ça fonctionne encore, ce truc. Mais à mon avis, c'est un lecteur MP3 ou peut-être MP4 de Samsung. Et ceci, c'est un lecteur MP4 avec un appareil photo. Ouais, bon, ok, pourquoi pas, hein, je sais pas par qui c'est fait, où est-ce que c'est marqué. Modèle limite VPP 25. Oui, ok, je n'ai pas de blague à faire à propos de ça. Donc, c'est vraiment no name, hein, je vois pas de marque dessus. Du tout. Est-ce que ça s'allume encore ou est-ce qu'il faut que je le recharge? Déjà, la première énigme, c'est où se trouve le bouton power. Ah, il est là. Oui, d'accord. C'est marqué power on-off de ce côté-là, mais il faut le tenir dans ce sens-là si on veut savoir si ça s'allume, hein, je suppose, parce que ça va être difficile de regarder l'objectif de l'appareil photo et de savoir si c'est allumé ou pas. Bon, a priori, il n'y a plus de batterie. Et enfin, les derniers téléphones qui sont là-dedans. Oh bah celui-là, je vais l'avoir en combien d'exemplaires, je ne sais pas. Je sais plus comment il s'appelle, hein, ce téléphone-là, mais on me le dit à chaque fois dans les commentaires, et à chaque fois je l'oublie. C'est le quoi? Ah oui, c'est pour ça que je l'oublie à chaque fois. C'est pas marqué dans le compartiment batterie. Il y a juste son nom de code. C'est GTS quoi 7230E. Aucune idée de ce que c'est, mais on m'a dit que c'était ou un Wave quelque chose ou je sais pas quoi. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est ou un truc sous Bada ou un non smartphone de Samsung. Enfin, pour qui ils pensent que ce n'est pas la même chose, un Bada et un non smartphone. Mais bon, voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Et enfin, une petite bouboule de chez Samsung. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas si ça fonctionne sur Android non plus. C'est encore un de ces modèles que je ne connais pas du tout, jamais entendu parler. Qui a vraiment un design sympathique, quoi. Voilà, bon, un petit téléphone comme ça, pas trop épais d'ailleurs, pour un petit téléphone bouboule comme ça, et avec un clavier complet en dessous et un AZERTY d'ailleurs. Oui, à l'époque où on s'embêtait encore à sortir une version différente de téléphone par pays pratiquement. Maintenant avec l'écran tactile et plus besoin d'avoir un clavier spécial comme ça, AZERTY ou QWERTY ou Quartz ou autre type de clavier qui existe. Eh bien maintenant on donne un écran voilà, un écran tactile tout bêtement, hein, et ça suffit largement avec un truc enfin un clavier tactile virtuel. Maintenant on arrive à avoir à peu près le même confort que d'utiliser un truc comme ça. J'ai même tendance à penser que je peux taper beaucoup plus vite avec un clavier virtuel sur un écran au moins 4,5 pouces on va dire, que je pourrais taper là-dessus avec un bon clavier comme SwiftKey avec une bonne correction automatique à la volée. Alors maintenant j'ai toute une poche, mais j'ai pas envie de les sortir de la poche parce que après ça va être super chiant à ramasser partout. Mais en fait ce que je vois là-dedans, c'est que nous avons des adaptateurs de chaque truc, et ça je crois que c'est tout simplement le chargeur de la lampe. Enfin si je dis pas de bêtises, c'est un peu à ça que ça ressemble. Je crois. Bon, c'est le seul que je vais sortir parce que c'est intéressant et parce que je suis curieux de vérifier si c'est bien ça. Elle est où d'ailleurs la lampe? Elle est là. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, les autres trucs, ouh ça grince. Les autres trucs c'est tout simplement les chargeurs des autres machines, un petit truc que je sais pas à quoi ça sert, enfin bon voilà, des choses. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Ah non, c'est pas ça, si. Non, c'est pas ça, je sais pas ce que c'est ça. Enfin je crois que c'est pas ça, hein. Ça serait étonnant que ce soit ça rentre de manière vraiment trop
Ouais, ça a l'air d'être vraiment trop galère pour que ce soit de la bonne taille. Non, c'est clairement pas fait pour ça. Je sais pas du tout pourquoi c'est fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une batterie rechargeable là-dedans, donc ce serait une bonne question de savoir comment la recharger. Si c'était comme ça, d'ailleurs, ce serait sûrement la technique la plus bizarre et la plus bête du monde de recharger un truc. D'ailleurs, soit dit en passant, cette technique-là ressemble aussi à une des techniques les plus bizarres et les plus bêtes du monde de recharger quelque chose. Il faut vraiment que la chose qui se recharge avec ça ait un format très spécial pour justifier quelque chose qui a cette forme-là. Je suppose que c'est pour une cigarette électronique, vu que c'est le seul type de truc qui, à mon avis, justifierait d'avoir d'avoir un système qui ressemble à ça pour recharger. Et ensuite, nous avons quelques objets informatiques. Pourquoi il y a 2 entrées antennes sur ce truc? Bon, ça c'est une clé TV a priori, mais il y a 2 entrées. Ensuite, nous avons quelques bouts d'ordinateur portable, dont cette chose. Un radiateur. Vraiment tout petit le radiateur d'ailleurs, je suppose que la machine qui avait ça devait être vachement bien refroidie. Un tout petit câble Serialata d'une longueur extrêmement petite, un petit adaptateur vraiment sympathique pour brancher un disque dur externe, mais qui est fait juste pour, vous savez, ces espèces de rack GoFlex, pour brancher ça sur un ordinateur, mais on peut sûrement l'adapter vous savez, il suffit à mon avis de couper au bon endroit ou je sais pas quoi, et ça peut devenir un adaptateur Serialata pour n'importe quel disque dur, et enfin n'importe quel disque dur et le mettre en USB 3, donc ça peut être sympathique, surtout que ça prend pas beaucoup de place, de modifier ça pour en faire un vrai adaptateur universel. Ensuite, un tout petit processeur pour ordinateur portable. Aucune idée de ce que c'est, mais je suppose que c'est un Pentium M, hein, c'est difficile à dire, mais je vois 1066 et 256, je suppose que c'est 1066 c'est la fréquence, et 256, il y a de grandes chances que ce soit la taille du cache L2 qu'il y a là-dedans, donc ça correspondrait à un Pentium M de première génération, vu qu'en plus il y a marqué 2001 en bas, Intel 2001, il y a des chances en effet que ça que ça rentre en... Enfin bon, bref, le mot que je cherche n'existe pas, mais enfin en gros ça veut dire que mi bout à bout, logiquement c'est peut-être réellement le processeur que je pense. Donc ensuite nous avons de la mémoire vive de différents formats, nous avons de la mémoire vive pour ordinateur portable, bien entendu tout doit venir du même ordinateur, et de la mémoire vive de chez Elixir, c'est de la DDR première génération, 2 barrettes de 512 MO, et la barrette du milieu, je ne sais pas laquelle c'est peut-être une barrette d'un type différent, encore une fois je regarde, ouais ils ont l'air tous à peu près identiques. Bon, c'est tellement bien emballé que j'ai pas envie de le déballer pour l'instant. Et enfin, en tout dernier, nous avons un disque dur interne d'ordinateur portable qui utilisait non pas une connectique Serialata, mais la connectique qu'il y avait avant, qui était spécifique uniquement aux ordinateurs portables, le Parallelata 24 pins, enfin il me semble que c'est 24, qui contenait donc l'alimentation sur la même truc en fait, sur le même port, quoi, la même nappe, que la partie pour les données, ce qui était très spécial à l'époque, et même encore aujourd'hui c'est assez spécial, parce que justement sur les ordinateurs portables, maintenant ils ont du Serialata exactement, strictement identique à ce qu'il y a dans un ordinateur fixe, donc justement une prise pour les données, une prise pour l'alimentation électrique. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que la partie pour l'alimentation électrique était toute petite à l'époque, et la partie pour les data, pour les données quoi, était beaucoup plus grosse. Mais maintenant c'est devenu inverse. Le port pour l'alimentation est plutôt gros, il fait presque le double du port Serialata pour les données, et le port pour les données a l'air tout petit à côté. Ah oui, d'ailleurs, voilà un moyen de l'illustrer de manière parfaite. Voilà la partie pour l'alimentation, et voici la partie pour les données. Donc ça c'est inversé, c'est assez marrant de voir que ce revirement, en fait, c'est passer d'un protocole parallèle, c'est-à-dire, un protocole assez complexe, un protocole série qui est donc un protocole qui, en termes de la façon que c'est relié électriquement, est vraiment beaucoup moins complexe, parce que, en fait, je sais pas, je crois que la façon que c'est fait là-dedans, c'est moins pour les données, ou un truc du genre, à moins que ce soit pas que... Je sais plus si c'est... Parce que là, je confonds peut-être à la façon que c'est fait en interne pour l'USB, en fait. Mais en tout cas, c'est la façon que c'est fait pour un protocole série, c'est beaucoup plus simple, en fait. Tout est mis bout à bout, enfin, c'est pas du tout pareil, alors que là, c'est compliqué à expliquer, mais très franchement, regardez comment fonctionne un lecteur de disquette, par exemple. Un lecteur de disquette, c'est typiquement le genre de truc complexe en matière de fonctionnement, parce que chaque broche ne correspond pas à quelque chose de...
enfin correspond à quelque chose de différent quoi. Donc par exemple il y a une broche pour déplacer le moteur, etc. Bon ça fonctionne pas exactement comme ça pour un disque dur parce que ça avec le temps ça a évolué quoi, mais voilà c'est vraiment pas du tout le même genre de truc, alors que là franchement là c'est juste une simplicité, le disque dur se débrouille avec ses trucs et l'ordinateur récupère juste les données, et ça c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple, et ça demande une électronique peut-être un peu plus complexe au niveau du disque dur lui-même, mais du côté de l'ordinateur ça demande beaucoup moins de traitement, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et surtout ça demande des câbles beaucoup plus petits et beaucoup plus fiables. Alors juste pour essayer d'allumer ce truc là, je l'ai branché au courant et visiblement il aime pas tellement l'alimentation que j'ai branchée dessus, il a fourni peut-être un courant pas assez fort. En tout cas un truc complètement débile que j'ai pu voir c'est ceci, regardez-moi ça. Pourquoi ce truc là va pas jusqu'à derrière ensuite le téléphone quand on l'utilise? Franchement c'est dégueulasse quoi d'avoir ce truc qui pendouille en dessous. Donc bon, Samsung a amélioré un petit peu leur flip cover avec le temps. Bon bah malgré mes efforts, je ne peux pas le charger dans le cadre de la vidéo parce que j'arrive pas à trouver un câble USB assez long. Donc bah tant pis, on verra pas à quoi il ressemble. Pour l'instant, il charge et on verra ça très certainement dans une autre vidéo, surtout si c'est un Bada, parce que là bon, j'ai fait une vidéo déjà sur Bada, mais c'est toujours tellement amusant. Donc bon, ça peut être marrant de revenir là-dessus. Et puis il y a aussi pas mal de trucs sympathiques là-dedans, il faut vraiment que je m'amuse à ah oui, c'est vrai que pourquoi ils ont perdu l'occasion de faire un truc, vous savez, genre clic-clic et clic-clic pour le rouvrir. Parce que cette technique-là est assez étonnante. Bon bref, je sais plus ce que je voulais dire sinon. Ouais, il y a pas mal de trucs qui seraient intéressants à faire en vidéo là-dedans. Bon, les vieux téléphones, etc. Peut-être pour une rétrospective où il y aurait plein de téléphones, mais pas un par un, bien entendu, ça serait super chiant. Mais voilà, je sais plus ce que je peux dire de spécial là-dedans. Si je peux dire une chose, c'est salut à tous et à la prochaine.